puis d'autres si besoin. Donc, le sujet sera autour de la prévention et à propos d'un nouveau support de promotion des bonnes pratiques. Enfin, on va voir que c'est surtout pour surveiller la cicatrice par le patient lui-même. Béatrice nous parlera de surveillance avec quelques rappels nécessaires dans cette période en cours de travail sur la surveillance. Et puis, on voulait vous faire un état d'avancement de la plateforme qui, vous savez, est nouvelle, vient d'être construite. Et on voulait vous la montrer parce que sans doute que l'ouverture se fera avant le prochain webinaire. Donc, comme ça, vous aurez les infos en avance. Et vous pourrez consulter les replays si vous avez besoin au moment de son utilisation. Donc, on démarre. Donc, bien sûr, tous nos vœux pour cette nouvelle année, hein, même si on est déjà en février, on ne s'est pas vu avant. On vous souhaite plein de bonnes choses. Alors, donc, au programme, c'est ce que je viens de vous dire. Concernant la nouvelle plateforme, donc on vous présente le projet. Alors, attention, elle n'est pas ouverte et elle ne va pas s'ouvrir demain. Il y a encore quelques jours de tests. Il y a un peu il y a des tests qui sont encore en cours, hein, nécessaires pour éliminer vraiment tous les petits bugs qui peuvent éventuellement exister. D'ailleurs, on travaille donc activement avec notre développeuse informatique hein, qui normalement est connectée aujourd'hui pour assister donc à cette présentation et répondre aux éventuelles questions. Et puis, donc, le timing qu'on espère, donc, c'est d'ouvrir courant février. Donc, c'est une question de jours là, pour finaliser tout ça. On y reviendra donc en fin de présentation. Alors, en introduction du nouveau support qui va vous être proposé par le volet prévention, je voulais vous reparler du niveau d'implication des patients dans la prévention des ISO dans notre programme. Vous avez pu voir un certain nombre de supports hein, préparés sur la phase préopératoire concernant la préparation cutanée de l'opéré, avec des outils et des supports qui concernent à la fois le patient et les professionnels, comme la fiche menu patient TCO, la vidéocapsule sur la douche et la fiche d'épilation qui va bientôt arriver. Eh bien, il se trouve qu'en post-opératoire, il y a aussi une façon d'impliquer le patient en tant que coacteur de sa sécurité au niveau de la détection des infections, notamment superficielles. Comme vous le savez, hein, le retour à domicile se fait avec une plaie, plus ou moins un pansement, selon les niveaux de gravité. Et en cas de pansement, il y a tout un temps de surveillance de la cicatrice par une infirmière libérale en général. Mais il y a toute une période aussi dans l'attente de la consultation chirurgicale où le patient peut être seul à surveiller sa cicatrice, et c'est le cas aussi quand il n'y a pas de pansement. Donc, dans l'attente, il nous a paru intéressant, hein, avec le groupe de travail et le comité scientifique de proposer quelque chose qui puisse faciliter la détection des premiers signes cliniques par le patient, en lui donnant des indications un peu différentes d'un texte, plutôt une espèce d'affiche hein, qui reprend les éléments principaux et essaye d'être pédagogique. Donc, transmettre cette fiche, ce support au patient pourrait permettre donc, de le sensibiliser à cette surveillance, de lui donner la conduite à tenir en signalant à un professionnel de santé tout élément susceptible de ressembler à une suspicion d'ISO superficielle, de façon à ce qu'il soit pris en charge de façon la plus précoce. Et ça permettrait aussi peut-être d'améliorer notre connaissance des ISO superficielles hein, au niveau des établissements. Même ceux qui font la surveillance PICMI ont un aspect ou une vision un peu partielle hein, de ce qui peut être identifié comme ISO superficiel. Donc ça pourrait rentrer dans ce processus d'élargir un petit peu le champ de nos surveillances. Alors je vous montre ce document qui a été préparé avec ma collègue Juliette Aurex et le groupe de travail prévention. Donc, il s'intitule « Suivi post-opératoire de la cicatrice par le patient à domicile, quelle conduite à tenir ?» Il y a bien sûr les coordonnées de l'établissement pour que le patient puisse contacter des membres qui ont été identifiés pour s'occuper de ces questions-là.
Et sur la partie gauche, donc on a souhaité faire figurer l'évolution normale de la cicatrice. Un aspect assez rassurant pour faire la différence aussi avec des éléments qui vont être plus euh, qui vont amener à une suspicion, disons. Donc, nos collègues qui ont participé à l'élaboration de ce support souhaitaient faire apparaître les différents types de sutures au niveau de la cicatrice. Donc, ça donne une idée comme ça, chacun peut s'y retrouver, chaque patient peut se retrouver entre les fils et les agrafes. Alors, il n'y a pas tout, mais on va dire qu'il y a les principaux. Et on précise bien que l'évolution normale, ça correspond à soit aucune rougeur au niveau de la peau et de ces éléments, soit des rougeurs, mais uniquement autour des fils ou des agrafes, ce qui est illustré dans les petits dessins ici, avec une peau tout à fait normale par ailleurs. Donc ça va être ça le critère pour dire il n'y a pas d'inquiétude spéciale à avoir. En revanche, il est listé sur la partie droite les éléments à surveiller, de type donc réaction cutanée et de type signes généraux, qui sont un petit peu détaillés. Donc, l'image ici donnée est celle d'une inflammation pour visualiser un peu mieux par le patient ce qui peut se passer. Donc, c'est une rougeur étendue au-delà des points d'ancrage des sutures. C'est difficile de représenter le gonflement, mais en tout cas par un dessin. Voilà, en tout cas, ce qui est proposé avec l'exemple des agrafes. Et donc, une rougeur étendue, un gonflement, une chaleur, une douleur. Donc, sachant que ça peut être l'un ou l'autre de ces signes. Il peut y avoir également des écoulements, comme vous le savez, une réouverture de la cicatrice ou une peau d'aspect inhabituel. On a choisi de mettre juste l'inflammation parce que visiblement, d'après les chirurgiens avec qui on a travaillé, c'est quand même le cas le plus fréquent. Et le reste, bon, pourrait faire l'objet d'images, mais ça devenait un petit peu dense comme support. Donc, on a préféré laisser comme ça. Au passage, on a mis là des images, mais on a une version avec des photos réelles. Et donc, on pourra mettre les deux versions à votre disposition selon vos choix, en fait. C'est vrai que l'image réelle est un peu plus inquiétante peut-être pour les patients à la lecture qu'une image. Mais bon, ça, c'est à vous de choisir. Concernant l'état général, il va s'agir de fièvre ou de douleur. Et l'idée, donc, c'est que si le patient constate un de ces signes, dans un premier temps, il en parle à un professionnel de santé. Donc, il se peut que l'équipe chirurgicale soit le premier interlocuteur, dans le sens où les consignes ont été données, de les recontacter en cas de problème. Ça peut être l'infirmière libérale qui est venue s'occuper du pansement. Ça peut être le médecin traitant ou le pharmacien. Voilà. L'important, c'est d'en parler à quelqu'un pour savoir s'il est nécessaire d'aller plus loin. Et donc, l'idée qui est résumée tout en bas du document, c'est donc que les patients ont un rôle à jouer dans la détection précoce. Là, on ne peut pas se mettre à leur place. Hein. Ils ont vraiment la meilleure place d'observation, que ce soit par eux-mêmes ou un aidant, puisque certaines cicatrices sont placées dans le dos ou sur la tête. Enfin, ce n'est pas toujours évident. En tout cas, on peut les impliquer tout autant que les professionnels dans cette recherche d'isosuperficie. Est-ce qu'il y a des questions sur ce support dans un premier temps? Regardez au niveau du chat. Il n'y en a pas? Bon, s'il n'y a pas de questions, de toute façon, vous savez, hein, le principe, comme toujours, c'est de nous contacter sur le.contact si vous avez besoin. Puisqu'on parle de suture, et c'était l'occasion de vous faire prendre connaissance, si ce n'est pas déjà le cas, d'un document qui vient de sortir concernant l'utilisation des fils de suture imprégnés d'antimicrobiens. Ça fait partie d'une démarche que la SF2H a entreprise d'actualiser le guide de 2013 qui figure ici en rappel. Et ils ont décidé de faire des mises à jour en fait au fil de l'eau en fonction de l'état d'avancement de leur revue de littérature. Et donc le premier à sortir est celui sur les fils de suture imprégnés. Et il sera suivi, et ça c'est une bonne nouvelle, hein, d'une révision de la peau et des muqueuses. Hein. Vous savez qu'on manquait, il y a un référentiel régional du séchage surface de 2013 qui existe, qui est utilisé actuellement. Mais on trouvait que c'était une bonne idée au niveau SPICNIC que la SF2H puisse se positionner au niveau national sur
sur ces questions. Ça explique que dans l'audit pré-op actuel, on s'est toujours intéressé que à la peau et non pas aux muqueuses par souci d'avoir un référentiel national. Il y aura également une actualisation de la décolonisation des porteurs de Staphylococcus aureus. Peut-être que certains d'entre vous savent qu'il y a des recommandations européennes qui ont été publiées et donc au vu de ce document et de la revue de la littérature, il y aura sans doute des aménagements ou des ajustements sur les recours actuels. Je n'en connais pas le contenu, mais on vous dira dès que ça sera connu. Les champs à inciser aussi vont faire l'objet d'une actualisation. Puis il y a 2 nouveaux sujets que sont la thérapie par pression négative prophylactique et les modalités de rinçage de la plaie opératoire avant fermeture, qui sont ajoutées donc, au sujet précédent. Donc, on vous tiendra au courant au fur et à mesure de la sortie de ces documents, un petit résumé du contenu. En ce qui concerne donc, les fils de suture, voici une synthèse des recommandations. Vous voyez que certaines spécialités chirurgicales sont concernées. Et, la chirurgie digestive est celle où apparemment il y a le plus de données retrouvées dans la littérature, mais sont inclus également la césarienne, la chirurgie périnéale et la chirurgie du rachis. Et là, il y a une forte recommandation d'utiliser une suture imprégnée de triclosan. Pour les autres, il s'agit de rendre possible, donc là, ça sera le choix de chaque établissement, d'utiliser ou non ces dispositifs en pédiatrie générale et en orthopédie pour tout ce qui est articulaire et membres. Il est bien précisé que l'ophtalmo, la neurochirurgie et la chirurgie cardiaque ne sont naturellement pas concernées, dans le sens où il n'y a pas suffisamment d'études pour se positionner. Voilà, donc ça, c'était un petit rappel sur les recommandations qui sont récentes. Alors, avant de parler de la nouvelle plateforme, je vais demander à Béatrice si elle veut bien nous faire un petit point sur la surveillance. Donc, je sors de là. Ouais. Hop. Il y a une question. Ah, il y a une question. Je vais regarder quand même. Alors, si je dis bien, c'est existe-t-il une appli smartphone pour le suivi de la plaie post-opératoire par le patient? Alors, c'est un sujet qui nous a intéressés au tout début du programme SpeakMe. On voulait justement mettre en place une application via un téléphone, parce qu'il en existe sur le marché, il y a des sociétés privées qui en commercialisent. Je crois que d'ailleurs à la PHP, ils en ont une, un des modèles, mais on avait cherché, nous, SpeakMe, à en concevoir une, en fait, grâce à un prestataire informatique. C'est un projet qui a dû être annulé pour des raisons administratives, un peu financières, quoi. Et donc, voilà, entre-temps, on s'est dit que pouvoir mettre à disposition un support de ce type, et bien sûr, c'est pas très moderne, en attendant mieux, mais voilà. Et donc, on ne recommande pas spécialement une appli en particulier, il y en a plusieurs utilisables, il faut voir un petit peu leurs caractéristiques. Le gros intérêt, et là, ce qu'on n'aura pas, c'est de pouvoir que le patient puisse envoyer en fait une photo de sa cicatrice quand il a un doute. Et ça, c'est assez pratique. Par contre, ça suppose une organisation, puisqu'on avait étudié la question de façon assez précise, une organisation de l'établissement, c'est-à-dire il faut des équipes pour gérer l'application où se trouvent les alertes des patients. Et il faut bien sûr répondre le plus rapidement possible aux patients quand il y a une alerte. Donc, c'est quelque chose, effectivement. Donc, il y a des applications qui existent, vous avez raison, c'est très intéressant. On n'a pas pu en faire une, nous. Après, je pense que vous pouvez trouver facilement en cherchant sur Internet. Les recommandations européennes. Alors, on pourra peut-être en reparler au prochain webinaire en attendant que quelque chose sorte. Je n'ai pas d'éléments précis à vous donner à ce stade. Sinon, vous nous recontactez sur speakme.contact et je peux vous envoyer la publication. Ah ben, ça doit être celle-ci. Quelqu'un l'a sous la main. OK. Et
C'est ça. Et donc, ça va être étudié. Alors, vous savez qu'en France, on fait une revue de la littérature. On ne reprend pas forcément intégralement ce qui est européen, mais en tout cas, on regarde ce qui est fait et on s'en inspire. Mais je ne peux pas vous préciser comme ça d'emblée ce qui va être retenu ou pas euh, à ce niveau. De toute façon, on en reparlera, hein, puisque alors la question, c'est que justement, sur ces recours, comme on aura des recours qui ont été actualisés, on pourra en 2027 proposer sans doute une évaluation de ce qui est mis en place dans les établissements de santé actuellement. Ça pourrait être l'objet d'un futur audit un peu différent de la préparation du TNL opéré classique, comme on a fait avant. Voilà, bon, je suis trop bavarde, je laisse Béatrice enchaîner. Je vais partir. Non, je suis en plein écran ou pas? Non. Non? Moi, je vais vous parler, je vais vous faire quelques petits rappels suite à plusieurs questions qu'on a eues sur la surveillance des données 2025 du programme SPICNI. Déjà, pour ceux qui demandent chaque fois qu'ils n'ont pas la possibilité de s'inscrire ou d'avoir le module, les inscriptions sont possibles sur l'ancienne plateforme. Il n'y a que le module d'importation de données 2025 qui n'est pas encore disponible et qui sera disponible après l'ouverture de la plateforme. On vous tiendra au courant comme on répond à tous les établissements qui nous posent la question. Donc, comme on vous a à peu près nombreux aujourd'hui, je préfère encore éclaircir. Pour les inscriptions au programme, vous pouvez toujours le faire. Pour les nouvelles personnes qui n'ont pas encore, qui ne sont pas inscrites au programme, vous pouvez toujours le faire en nous envoyant la charte et pour pouvoir participer aux 2 volets prévention et surveillance. Voilà. Pour les spécialités, vous pouvez aussi vous inscrire aussi si vous voulez des nouvelles spécialités à faire. Vous pouvez toujours vous inscrire sur l'ancienne plateforme et la bascule se fera le moment venu sur la nouvelle plateforme. Pour tout ça, on vous tient au courant. Et Delphine va en parler tout à l'heure, vous donner plus d'informations concernant. Concernant d'autres questions, là, je vous ai parlé de la charte. Donc, je suis revenue dedans. Pour les nouveaux patients, pour les patients, pour les établissements qui ne savent pas comment se fait la surveillance, qu'il faudrait informer le patient et tout, qui n'ont pas fait, il faut le faire avant d'envoyer vos données. Il faut informer les patients sur le fait que vous avez mis cette surveillance en place. Pour contacter, je reviens sur des choses que j'ai déjà dit, contacter le DIM, lui demander l'extraction des données du PMSI et les comorbidités. On a une fiche standard qui aide le DIM, parce que j'ai encore eu des questions hier, j'étais en une présentation, il y en a qui ne savaient pas. On a une fiche standard qu'on a procurée pour vous aider à faire votre demande au DIM pour l'extraction des données du PMSI que vous retrouvez sur le site du CEPIAS. Je vais cliquer pour vous montrer où est-ce que vous allez pouvoir retrouver, en espérant que ça va s'ouvrir. Voilà, quand vous êtes sur le site du CEPIAS et que vous tombez sur la mission SPICNI, vous avez toutes les données là concernant la surveillance des données 2025. Vous voyez? Non. C'est pas partager l'écran. Tu peux venir. Non, tu partages le diaporama. Parce qu'apparemment, vous ne voyez pas. Donc, quand vous allez vous retrouver sur le site du CEPIAS et que vous allez sur l'onglet mission surveillance, donc vous tombez là-dessus, surveillance des données 2025, vous avez tous les documents concernant, vous avez le protocole, vous avez le thésaurus,
vous avez la lettre d'information aux patients, la lettre rétrospective pour ceux qui se rendent compte qu'ils n'ont pas informé les patients, ils peuvent les informer rétrospectivement. La charte d'engagement pour les nouveaux qui veulent s'inscrire, donc elle est là. Et les fichiers d'extraction, parce qu'il y en a encore qui me demandaient comment je fais, qui ne savaient pas qu'il y avait un modèle de fichier d'extraction. Vous avez là les fichiers pour l'unit base et le patient base. Et les tutos et tout ça, et la liste de comorbidités et la fiche standard, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, je reviens sur la présentation. Voilà. Après, quand vous envoyez votre fiche standard au DIM avec tous les documents nécessaires dans le protocole, l'exemple de fichier, que ce soit une patient base pour qu'il vous ressorte les reprises, en même temps, vous lui demandez de vous ressortir les comorbidités aussi. Lui, il a la possibilité de vous sortir toutes les comorbidités. Et ça vous permet de faire le module patient base. Même si vous n'avez que les comorbidités, cette année, contrairement à toutes les autres années, vous pourrez faire le module patient base. Et on pourra faire l'analyse concernant les facteurs de risque individuels. Donc, après, vous complétez votre fichier à partir de la méthodologie de recherche des ISO qu'on vous a donné dans le protocole pour voir quels sont les ISO que vous avez détectés et faire valider par le chirurgien. Et puis, l'importation sur la plateforme qu'on parlera tout à l'heure. Voilà, et quand vous aurez importé sur la plateforme, vous pourrez télécharger votre rapport local comme dans l'ancienne plateforme, tout sera à l'identique. Je vais revenir sur certaines nouveautés qui ont été rajoutées sur le protocole parce qu'on a eu des questions dessus, surtout sur la variable diagnostic d'ISO. On a rajouté une modalité autre combinaison de critères hors algorithme pour tous ceux qui ne retrouvaient ni reprise ni prélèvement microbiologique, surtout pour l'identification des ISO superficiels, uniquement avec des signes cliniques d'infection et pas de reprise, pas de prélèvement microbiologique ni d'antibiotiques. Donc, vous pourrez à ce moment remplir la variable diag-ISO et choisir comme modalité de cette variable la combinaison 5 autres combinaisons. Et dans ce cadre-là, la date d'infection sera la date à laquelle le médecin ou le chirurgien a diagnostiqué l'ISO. Autre nouveauté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous demandez l'extraction de vos données de reprise pour la recherche de reprise au DIM de l'ensemble des interventions, n'oubliez pas de lui demander de vous extraire aussi les comorbidités. C'est une possibilité d'avoir toutes les informations et de participer au module patient base. Et nous, ça nous permet justement de faire des analyses concernant les facteurs de risque individuels et aller plus loin dans les analyses et des indicateurs de recherche des facteurs associés à l'ISO. Il y a des questions qui nous sont revenues sur la patient base, surtout certains indicateurs. Donc, je vais d'abord préciser à quoi sert la surveillance patient base, pourquoi on insiste à ce que vous puissiez nous collecter des données dessus, surtout des données qui sont possibles en extraction automatique par le DIM. En fait, la surveillance patient base permet d'aller plus loin, de ne pas se limiter au calcul de taux d'ISO brut. Ça permet d'analyser les facteurs de risque
individuels et chirurgicaux associés à la présence d'ISO. Surtout de pouvoir le faire par intervention, pas uniquement au global. On a besoin des facteurs de risque, individuels dont je vous parlais tout à l'heure, que vous pouvez récupérer par le DIM, la tumeur, le diabète, l'obésité et l'hypertension artérielle et autre chose. Et pour les facteurs de risque chirurgicaux, je persiste à dire pour ceux qui choisissent de faire la surveillance patient-based et qui choisissent de récolter les facteurs de risque chirurgicaux, si vous le faites, ce serait bien de le faire qu'on n'ait pas trop de données manquantes parce que il y a un indicateur très important, un indicateur de stratification qui est le NIS, qui permet de comparer les patients sans facteur de risque aux autres patients, qui se calcule à partir de 3 variables importantes, qui est la durée d'intervention et le score ASA et le score d'Altmeyer. Donc, pour ces données, j'insiste sur le fait qu'il ne faudrait pas les récolter uniquement pour les patients ISO, mais il faudrait les récolter pour l'ensemble des patients pour pouvoir vraiment faire cette comparaison et ne pas se retrouver avec des données manquantes qu'on ne pourra pas analyser. On a eu aussi plusieurs questions sur le RSI, le ratio standardisé d'incidence, qui permet de calculer les indicateurs pour mesurer la fréquence des infections, qui était calculé anciennement dans ISO-RAISIN. Mais aujourd'hui, on a des difficultés à les calculer parce que c'est un indicateur ajusté sur les facteurs de risque individuels. Et quand on décide de faire cette analyse des facteurs de risque individuels et qu'on veut les faire, parce que ce ratio standardisé, il faudrait pouvoir le faire pas au niveau global pour toutes les chirurgies confondues, mais il faudrait pouvoir aller dans toutes les strates, donc aller au niveau de la spécialité chirurgicale et plus précisément au niveau de l'intervention. Donc, par exemple, pour la césarienne, il faudra le faire pour la césarienne. Et là, quand on va dans chaque strate, le nombre de données manquantes devient encore plus important et on n'a pas de données pour pouvoir le calculer. Et c'est là où on bloque en ce moment, c'est pourquoi je réponds à ces établissements qui nous demandent pourquoi en ce moment, pourquoi avec SPICNI, on n'a pas le RSI, pourquoi ce n'est pas calculé. Et on ne peut pas le calculer si on n'a pas les données. C'est pour ça qu'au départ, je persiste à dire qu'il faudrait vraiment qu'on puisse avoir les données de patients based, beaucoup de données. Jusqu'à présent, on a une quarantaine d'établissements seulement qui participent. Et même parmi la quarantaine d'établissements qui participent, quand on va regarder pour chaque variable, la durée d'intervention, le score, ASA et autres, il y a beaucoup de données manquantes. Et pour certaines interventions, ce n'est pas renseigné. Et donc, on ne pourrait pas aller dans le détail alors que ce ratio standardisé d'incidence permet d'identifier justement les services avec le taux d'ISO, des taux d'ISO extrêmes par rapport du fait de leur environnement de soins, par exemple les structures d'hôpitaux, l'organisation des soins, les pratiques. Ça permet en fait de voir beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à voir quand on se limite à une analyse globale du taux d'ISO. Donc voilà. Il y a une remarque. Oui. Quelqu'un à ce propos. Les facteurs de risque sont souvent mal codés dans les dossiers. Ils sont récupérables de manière beaucoup plus exhaustive dans les consultations d'anesthésie. D'accord. L'information. Ouais, ça pourrait aider les participants. Voilà, ça pourrait aider. Cette information pourrait aider ceux qui ont du mal à les retrouver. Et donc, souvent manuellement, si l'extraction. Sauf si extraction possible selon le logiciel. Voilà, ça dépend. Il y a des établissements qui ont des logiciels, je sais, et pour eux, c'est facile. Je sais que c'est fastidieux pour certains établissements. J'ai pas de solution en ce moment, mais
Je précise qu'avec Isoraisin, c'était récolté. C'était certes récolté parce que ça se faisait au jour le jour, parce qu'il saisissait sur une fiche. Peut-être pour l'instant, il faudrait peut-être faire comme ça, saisir ses paramètres sur une fiche, je ne sais pas. S'il y a des endroits où c'est saisi, les avoir, peut-être avoir le fichier Excel, déjà les remplir, je ne sais pas. Je ne sais pas par quelle méthode vous pourrez, mais pour Isoraisin, c'était la saisie et c'était rempli sur des fiches. Nous, on a un fichier. C'est vrai que vous le faites à un instant T et vous ne pouvez pas remplir tout mais il faudrait peut-être trouver une méthode de le faire. Ouais. Oui, une autre remarque, pour nous aussi, récupération manuelle de toutes les données patients, y compris pour le suivi ISO à 3 mois, pas de code PMSI concernant les reprises chirurgicales pour cause infectieuse. Alors, est-ce qu'on peut donner, il y a moyen de donner la parole à cette CH personne de Mâcon, si vous voulez bien prendre changer. la parole, il y a moyen? Oui, je vais lui donner. C'est... Faut lui donner la main. Isabelle, tu peux lui donner la main, s'il te plaît? Oui, je vous ai donné la main à l'EOH du CH de Mâcon. On vous écoute. Peut-être que je mette un casque. C'est qui? C'est le CH de Mâcon ici. On va prendre un exemple. Vous choisissez de faire la chirurgie gynéco. Et dans la chirurgie gynéco, vous choisissez de faire que les césars. Donc, ce que vous allez demander au DIM, c'est de vous extraire toutes les césariennes qui ont eu lieu du 1er janvier au 30 juin 2025, en parlant des données 2025. Après, vous allez lui demander de vous remplir tout ce qui a été, tout ce qu'il y a eu comme reprise. C'est vrai que pour les Césars, j'ai pris un mauvais exemple. Sur les Césars, il y a peut-être moins de reprises. Bon, on va partir comme ça, toutes les reprises. Et en fonction de ce qui va vous remplir dans votre fichier, qui va vous donner votre fichier, en vous remplissant toutes les données qui concernent le PMSI, bon, là, je vous ai parlé juste des interventions et des reprises, mais il y a plein d'autres données qui doivent remplir, le DP, le GHM, les dates de reprise, la date de l'intervention, tout ça. Je n'ai pas un fichier sous la main. Quand ils vous auront rempli tout ça, tout ce qui concerne maintenant l'ISO, ce sera à vous de le remplir à partir de l'algorithme de détection des ISO. Donc, vous vous basez sur l'algorithme, les critères. Donc, vous avez eu des reprises pour une intervention, vous avez la reprise. Vous regardez, vous avez eu un prélèvement microbiologique. Alors là, vous concluez, vous allez remplir la colonne infection et vous allez dire que oui, là, dans ce cadre, j'ai une infection. Bon, j'ai eu une reprise, j'ai pas eu de reprise, j'ai eu juste un prélèvement microbio. Vous allez aller regarder tout ce qui est critères secondaires et vous allez remplir, oui, là, j'ai eu une infection. Et tout ce qui concerne l'infection, c'est à vous de le remplir. Donc, le DIM, il va vous remplir tout ce qui concerne la reprise, tout ce qui concerne le séjour, en fait. Tout ce qui concerne le séjour, la réhospitalisation, c'est au DIM de vous le remplir. Et tout ce qui concerne l'infection, ce sera à vous de le remplir. Et pour les facteurs de risque, il y a deux types de facteurs. Les facteurs de risque chirurgicaux, le DIM ne peut pas vous le remplir, ce sera à vous, soit c'est rempli d'une façon... c'est rempli dans un logiciel et vous pouvez récupérer d'une façon automatique, soit malheureusement, c'est rempli dans des dossiers papier et vous devrez le remplir à la main. Concernant les facteurs de risque individuels qui sont les comorbidités, le diabète, comme j'ai dit, la tumeur, l'obésité, ça, c'est quand vous allez demander au DIM justement de vous remplir votre fichier, vous lui demandez pour toutes ces interventions de vous remplir
tout ce qui concerne les variables des facteurs de risque individuels. J'espère que là, j'ai été claire pour cette personne. Alors, une dernière remarque, on est en difficulté avec le service DIM, qui nous demande, nous, le OH, de remplir les données. Là, par contre, il faudrait nous mettre en contact avec le DIM. Comme ça, on pourrait voir là où ça bloque et là où, comment on pourrait l'aider, lui, le DIM, à pouvoir faire les choses. Et peut-être on peut le mettre en contact avec le DIM de on a 2 DIM dans notre comité scientifique. On peut le mettre en contact avec ces 2 DIM pour l'aider et lui dire, le guider sur ce qu'il y a à faire. Voilà. Je crois que c'est tout au niveau des questions. Alors, si. On n'a pas de codage non plus spécifique reprise infectieuse, mais on prend toutes les reprises et on cherche dans les dossiers le motif de la reprise. Je te redise. Ouais. Il n'y a pas de codage pour la reprise, un motif infectieux en fait. Donc ils cherchent toutes les reprises et après ils cherchent les motifs et c'est là où ils font le check. Alors, on est en difficulté avec le service DIM, il nous demande, nous le OH, voilà. Du coup, on surveille une seule spécialité avec très peu d'ISO. En fait, le fait de ne pas... Attends, la question précédente, peut-être que Nabil voudrait dire quelque chose dessus. Tu peux reprendre la question précédente? La question, je la reprends. Oui. On n'a pas de codage spécifique reprise infectieuse, mais on prend toutes les reprises et on cherche dans les dossiers le motif de la reprise. Oui, bonjour à tous. Alors, concernant cette remarque, il y avait une remarque aussi précédemment qui allait dans le même sens. Alors, nous, on met à disposition une liste de codes de reprise. Alors, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, et d'ailleurs, l'un de vos collègues précédemment l'a dit également, il n'y a pas de code spécifique. Il n'y a vraiment pas de code dédié à la reprise des complications infectieuses. On a des codes qui sont plutôt associés à des reprises. C'est pour ça qu'en fait, on fonctionne sur la base d'un algorithme. Justement, la deuxième question, elle est dans ce sens. Vous nous dites qu'effectivement, vous reprenez l'ensemble des reprises et que sur cette base-là, vous allez analyser les dossiers. C'est un peu dans ce sens, nous aussi, qu'on met à disposition une liste qui a pour objectif d'être sensible et pas forcément spécifique, parce que comme on le disait, effectivement, il n'y a pas de code spécifique. Mais en l'occurrence, voilà, on propose cette liste. Ouais. Exactement, elle n'est pas exhaustive forcément, parce que voilà, ça dépend vraiment, pareil, aussi des habitudes de codage dans votre établissement. On n'aura pas une liste précise pour un établissement donné, ça c'est clair. Donc nous, ce qu'on propose, voilà, pour les établissements où vraiment le DIM n'a pas vraiment d'idée de quel code utiliser pour identifier les reprises, on met à disposition donc sur le site, comme vous l'a montré Béatrice tout à l'heure, une liste de codes par spécialité. Encore une fois, les escalaire, on a déjà eu des remarques qui sont souvent très pertinentes sur l'usage de certains codes qui sont peut-être trop sensibles ou à l'inverse trop spécifiques. Enfin, non, c'est plutôt trop sensible, pas assez spécifique. Mais voilà, on la met au moins pour guider en l'absence de toute idée de la part du DIM, des codes qui pourraient être intéressants. Dans les cas où effectivement vous avez votre DIM qui est, on va dire, en bonne intelligence, qui prend le temps de discuter et de rechercher pour vous des codes qui pourraient être pertinents, dans ce cas-là, c'est plutôt une liste qui sert d'appui et de base pour réfléchir justement sur ces codes à rechercher. Encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit dans les différents commentaires. On n'aura pas de code spécifique pour ces cas. Et donc là, sur le site, je vous remontre. Donc, vous l'avez là, le fichier, où vous avez les codes CCM concernés par la surveillance. Et en anglais, si je l'ouvre, il y a un anglais code de reprise là. Et vous avez les codes de reprise par spécialité. Et comme vous l'a dit Nabil, et je persiste à vous le dire, c'est une liste de codes, mais qui n'est pas exhaustif. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le DIM devrait pouvoir y participer. Comment on recherche la reprise? Le patient est arrivé pour une intervention et puis il est revenu
dans le laps de temps, 30 ou 90 jours, il est revenu pour, pour un problème sur cette intervention. Donc, il y a eu une reprise. Donc, c'est comme ça que le DIM, normalement, devrait rechercher les reprises. Et c'est pour ça qu'on a fait une fiche standard, comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous allez retrouver aussi sur le site et que vous devez procurer au DIM. Ça devrait l'aider à pouvoir vous rechercher les reprises, en fait. Ces deux documents devraient pouvoir l'aider pour un nouvel établissement qui se met en contact avec un DIM. Les deux documents qu'on vous fournit pourraient vous aider. Alors, pour synthétiser la question suivante, il y a plusieurs points. Donc, effectivement, il y a des établissements où le DIM va vous dire qu'il n'a pas le temps de participer, de vous aider là-dessus. Ça, on comprend parfaitement, c'est l'un des freins majeurs. Effectivement, si le DIM ne veut pas vous aider, ne veut pas, ne dit qu'il n'a pas le temps, alors c'est probablement vrai, hein, il n'a pas le temps pour ça, mais tout le monde a de la routine. On comprend que c'est difficile pour tout le monde, y compris pour les teams. Mais c'est pour ça, sans te couper la parole, Mhm. c'est pour ça qu'on demande souvent de s'y prendre tôt. Il faut un peu connaître les activités de votre DIM, essayer de négocier avec lui, quel est le moment propice, parce que généralement, c'est à partir d'octobre, de septembre, octobre, que vous pouvez... Et vous voyez, là, on est en février, il y a plein de mois qui s'écoulent où à tout moment, vous pouvez lui dire, en fait, vous avez jusqu'à septembre, jusqu'à février, jusqu'à janvier, on peut dire, pour pouvoir m'extraire les données que je demande. À quel moment ce serait plus propice de vous voir, essayer de trouver une solution. Quel moment ce serait propice de venir vous voir où vous aurez un peu de temps à m'accorder. Ouais, ce que vous pouvez faire, c'est déjà, voilà, comme le disait Béatrice tout à l'heure, leur partager le plus tôt possible la fiche synthétique dont Béatrice vous parlait tout à l'heure, pour qu'ils prennent connaissance de tout ce qu'il y aura à faire. C'est synthétiser vraiment. L'objectif, c'est vraiment de synthétiser toutes les informations du protocole qui vont servir au DIM en 4 pages. Elles sont là, les deux fiches. Et il faut expliquer aussi que c'est des données qui sont valorisables, qui ne servent pas à rien, qui sont notamment justement maintenant de plus en plus importantes dans notamment l'évaluation de la qualité des soins, donc AQES. Donc c'est des choses qui sont importantes, mine de rien, et qui sont valorisables aussi en termes d'activité pour l'établissement. Ça, c'est des choses que le DIM peut entendre. Voilà, après, si après tout ça, le DIM ne veut pas, bon. Et n'est pas aussi hésiter à lui dire que nous de l'équipe SFIMI, on est prêt à l'accompagner, on est prêt à le mettre en contact avec des DIM qui ont déjà fait, qui maîtrisent, des DIM qui sont dans notre comité scientifique. On est prêt à mettre tous les moyens de son côté pour pouvoir y arriver, en fait. Alors, pour le fichier Excel qui est compliqué à remplir, il ne faut vraiment pas hésiter à revenir vers nous. Alors, c'est surtout Béatrice qui s'en occupe. Oui. Donc, elle fait preuve d'une grande patience parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'établissements qui reviennent vers nous pour aider à remplir. Mais il ne faut pas hésiter vraiment à nous contacter pour qu'on vous aide à remplir le fichier. Si c'est difficile, il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Donc, voilà, n'hésitez vraiment pas. Et donc oui, pour les bugs, du coup, bah, effectivement, la plateforme est toujours en cours d'évolution, donc effectivement, il y aura probablement des petits bugs. Ça peut arriver, donc c'est pareil, hein, n'hésitez pas si vous avez des soucis. En général, c'est plutôt des contrôles en fait qui sont un peu bloquants parce qu'il y a des choses dans le fichier qu'on a du mal à voir directement. Mais bon voilà, s'il y a des soucis, évidemment, il faut se tourner vers nous. Alors oui, donc du coup, la remarque suivante, c'était comment procéder autrement si nous devons aussi compléter les données récupérables sur une usine à gaz. Alors évidemment, il faut faire avec les moyens qu'on a. On est bien conscient effectivement que vous n'êtes pas des centaines dans une unité. Donc effectivement, il faut s'adapter. Nous, ce qu'on recommande vraiment, c'est de procéder de manière incrémentale, c'est-à-dire de commencer en unit base avec une ou deux spécialités qui vous intéressent, et ensuite de monter en gamme une fois que vous avez pris l'habitude de le faire. Et puis, ça vous permet d'évaluer aussi les ressources nécessaires de l'autre côté. Et puis, tout à l'heure, ce que Béatrice disait, voilà, on essaye de motiver aussi les gens à participer en patient-based. Voilà, parce que c'est vrai que c'est une question, des remarques qu'on nous fait souvent sur notamment le RSI, le ratio standardisé d'incidence.
qui sont des données qui sont très intéressantes pour beaucoup de gens. Mais voilà, c'est pour ça que Béatrice a fait un point là-dessus. C'est des données qui sont quand même, qui nécessitent en fait une modélisation derrière pour faire ce calcul et qui nécessitent du coup des variables liées aux comorbidités, aux facteurs de risque. C'est pour ça qu'elle vous le dit. Mais évidemment, si vous êtes déjà en difficulté en termes d'effectifs dans votre équipe, vous n'êtes pas concerné par ce type de surveillance, à part si vraiment, voilà, dans quelques années, vous voyez qu'en Unibase, vous vous en sortez bien, que vous avez pris l'habitude. Prenez le pas, voilà, faut pas hésiter. On vous accompagnera aussi là-dessus si vous en avez besoin. Alors oui, on a du coup quelqu'un qui nous dit, voilà, Edocodage aide à trier rapidement, effectivement. En plus, elle a mis le lien, merci Marie. Donc pour le lien vers Merci. Edocodage, c'est vrai que c'est un outil qui est très pratique. Voilà, vous pouvez taper dessus. Alors ces derniers temps, quand j'ai utilisé, il bug un peu. Donc parfois, il faut réactualiser, parce que quand vous tapez dans la barre de recherche, ça vous met rien. C'est le site Edocodage. Mais voilà, c'est assez pratique. Est-ce qu'on peut avoir un mail à destination des médecins DIM pour leur expliquer que c'est à eux de sortir, s'il vous plaît, ça peut nous aider énormément. Je vais avoir un mail. Donc un mail, donc je dirais un mail standard, c'est ça, une sorte de brouillon qu'on pourrait vous proposer, c'est ça si je comprends bien, Un ouais, argumentaire pour un les argumentaire. pour Ouais. expliquer l'intérêt, Ouais, c'est intéressant ça. C'est pas mal. On va réfléchir dessus. Ouais, On va vous en faire ouais, un. on peut vous proposer un mail standard pour mettre en avant justement tous les points qu'on vient vous expliciter, l'intérêt. C'est une bonne idée, merci. Donc pour les codages reprises, vous avez mis dans la liste le codage radio du thorax qui fait bugger la requête. Il faut annuler ce code, je pense. OK. On On va pensait regarder ça. l'avoir Voilà. annulé, mais on va le faire. Je crois que ça a été supprimé du tout dernier fichier. Mais Le dernier fichier qu'on a il me mis en semble. ligne, normalement, ça a été supprimé parce que je pense que soit vous, soit un autre établissement nous avait déjà fait la remarque Ouais, effectivement. et on l'avait supprimé. Donc, je ne sais pas si vous avez l'ancien fichier ou si vous avez Ouais, celui-ci qui est en ligne, là, que je vous montre, code CCAM, celui que je vous ai montré tout à l'heure, où il y a les codes de reprise 2025. Ouais. Donc, on va refaire une vérification au cas où, On il me refera une semble effectivement qu'on vérification. on avait enlevé Merci. pas mal de codes qui étaient trop sensibles. C'est où la fiche standard? Là, je ne sais pas si vous voyez mon Tu peux écran. copier le lien dans le Elle est. Tu peux Ouais. faire, Attends, elle est là. Alors, il y en a deux. tu peux copier le lien pour Unibase et puis Alors, copier le on va le lien. mettre dans le chat. Ensuite. Donc, comment faire pour détecter les isosuperficiels sans reprise chirurgicale? Alors ça, c'est compliqué. Déjà, les isosuperficiels, c'est rien qu'avec l'algorithme dans sa globalité, c'est un peu compliqué. Parce que comme vous le savez, c'est des ISO qui peuvent être qui peuvent être prises en charge différemment, notamment en ville ou en ambulatoire, dans votre hôpital. Et c'est des informations qui ne laissent pas forcément des traces dans votre système d'information hospitalier, donc ça peut être un peu compliqué. Par contre, pour détecter, oui, effectivement, sans reprise chirurgicale, c'est un peu comme ce que disait Béatrice tout à l'heure. Donc, c'est dans ce sens aussi qu'on a ajouté une modalité pour le diag ISO. C'est tout simplement rechercher effectivement dans votre dossier s'il y a un diagnostic qui a été posé par un praticien qui a pris en charge le patient. Mais effectivement, les ISO superficiels, c'est toujours un débat. On sait qu'on en rate beaucoup avec l'algorithme et on en est conscient. Et malheureusement, pour l'instant, on n'a pas vraiment de solution pour ça. Alors, il y a une réponse quand même. Ici, j'ouvre chaque fiche patient pour voir s'il y a une nouvelle hospitalisation sans forcément reprise, mais aucune info si patient vu par le doc en cabinet extérieur. Oui, ça, les ISO suivis en ville. Et justement, j'ai fait une présentation, on a piqué dessus. Les ISO suivis en ville, on les perd. On est sur un projet pour évaluer justement combien on en perd. Mais ce qu'on essaye de dire et ce que vous devez dire aux patients, le message, c'est que quand un patient est venu à l'hôpital et a eu une intervention, ce serait bien d'avoir le suivi et de revenir dans l'hôpital pour faire le suivi. Ça nous permet d'avoir des données et pouvoir analyser et faire toutes les analyses qu'on fait. Sinon, c'est difficile d'avoir tous ceux qui vont en ville pour le suivi, quoi.
Alors, on a eu voilà, de nouvelles suggestions pour le mail. Donc, merci pour vos retours. On va y songer. Mm. Essayer de Super, produire merci. un mail pour ça. Alors, d'y voir plus clair. Et c'est vrai que justement, c'est toujours un peu compliqué parce que la surveillance PICMI, ça vous pousse à vous tourner vers justement la direction d'information médicale et direction d'information médicale. Parfois, bah, en fait, on a des équipes qui nous disent on découvre la direction d'information médicale avec la surveillance PICMI. Donc, moi, c'est un point positif, c'est que ça permet d'échanger entre les différentes équipes. Et donc, Thérèse. Et février est parfois encore juste. Voilà. Donc, on a des retours, merci beaucoup. Bonjour, je voudrais savoir si les ostéosynthèses sont prochainement incluses dans la surveillance patient-based. Elles étaient incluses dans la précédente surveillance raisin. Merci. Alors, pour les nouveaux types de surveillance, on nous a aussi fait, enfin, les autres actes, on nous a aussi posé des questions. Alors, vous n'êtes pas les seuls, hein, vraiment. On a eu des récentes suggestions sur la chirurgie bariatrique, par exemple. On a pas mal de suggestions. Il faut qu'on en discute avec le comité scientifique. Pour Jusqu'à l'instant, présent, ouais, justement, jusqu'à présent, la plupart des personnes du comité scientifique disaient que ça aurait été bien déjà de rester avec ces interventions, déjà peu d'interventions pour certains, on va dire, beaucoup déjà pour d'autres, pour que les établissements puissent déjà s'accommoder à la méthodologie SPICMI. Et après, on pourra rajouter d'autres. Mais rajouter d'autres comme ça dans la foulée, quand il y a encore beaucoup d'établissements qui ont du mal, c'est compliqué. Ouais, du coup, mais c'est quand même bien qu'on ait vos retours là-dessus sur les différentes TINTAC qui pourraient être intégrées, puisque ça nous permet justement de faire un retour au comité scientifique pour les prochaines orientations, justement. Merci en tout cas. Ancien fichier. Ah, c'était par l'ancien? rapport à la remarque Oui, cardio, c'est ça. c'était l'ancien. Dans le nouveau, il a été supprimé. Merci. On n'a pas d'autres questions, je crois. J'essaie de le mettre dans le chat. Son père échappe. Je ne comprends pas pourquoi. On ne verra pas. Oui, sinon, c'est pas grave. Ouais. Ok. Alors, je te laisse. T'as fini, toi, sinon? Ouais, ça, c'est bon. Okay. Si vous avez d'autres questions, pour les partages de voilà, recommandations. je vous ai partagé le lien pour la fiche d'extraction à fournir au DIM pour une lead base. Au même endroit, vous retrouverez celle de patient base. Je laisse Delphine pour la suite. Je m'aperçois qu'il est 15 heures. Donc, je vais peut-être quand même présenter la plateforme rapidement pour ceux qui peuvent rester un petit peu plus. Sinon, on mettra à disposition le replay pour que vous puissiez accéder à ces informations. Voilà. Donc, pour finir, on voulait vous faire un point sur la nouvelle plateforme SpeakMe. Donc, on rappelle bien, elle n'est pas encore ouverte, mais c'est imminent. Donc, elle aura cet aspect-là, en tout cas, pour ce qui est de la première page. Je vais vous présenter rapidement chaque élément de cette plateforme et vous montrer aussi l'outil antibioprophylaxie qui doit subir encore quelques tests de fonctionnalité, mais vous verrez que c'est quand même bien avancé. La page d'accueil générale est une première page donc, qui comporte un carrousel. Vous aurez des informations sur la prévention et la surveillance actualisées par notre collègue Karine Lebasque qui s'occupe de la communication. Et ici, dans cette première page, un petit rappel de ce que c'est la surveillance automatisée et les démarches de prévention proposées. Un rappel également sur l'enregistrement des services, qui est important. Avant de saisir des données, il faut que les services participants soient enregistrés. Et un point aussi sur les webinaires qui existent, ils seront, donc vous verrez, dans un onglet particulier. Ce que je vais détailler par la suite, c'est donc le menu en accès grand public qui constitue donc cette page d'accueil générale. Alors, pour rappel, cette plateforme a été préparée par notre développeuse Amanda Fassi avec l'aide d'Isabelle Arnaud, qui est informaticien senior.
Donc, la suite de la page d'accueil dans sa partie basse, on inclura quelque chose de nouveau qui est une foire aux questions. Et puis, le calendrier qui existait déjà sera comme ça à part aussi, vous pourrez le retrouver sur cette première page. Concernant donc ce menu, donc vous retrouvez dans le premier onglet information l'objectif de SpeakMe, les différents webinaires avec les dates, les replays, les diaporamas, et les diaporamas et replays de la journée nationale, celle du 15 mai 2025. Et ensuite, vous avez les deux volets, donc la surveillance d'une part, la prévention d'autre part, avec une présentation des outils en cours, le protocole actuel et tout ce qui est antérieur en termes de protocole et rapport et tableau de bord. Concernant la prévention maintenant, donc pour l'instant, donc on vous précise, il n'y a que l'audit antibioprophylaxie qui sera intégré à cette plateforme dans un premier temps. Le travail d'intégration des autres outils va demander un peu plus de temps. Vous aurez par contre un accès direct au site internet en passant par là. Donc on les affiche quand même, puisque c'est une autre façon d'accéder donc aux enquêtes, aux évaluations et au support de promotion des bonnes pratiques. Donc pour l'instant et dans un premier temps, parce que les choses avancent à l'allure possible, vous allez avoir bientôt un masque de saisie en ligne, ce qu'attendaient un certain nombre d'établissements qui ont rempli les grilles papier, et puis également ceux qui font ça en direct. Je sais que ça a été peut-être un souci plus important pour eux parce qu'ils s'étaient organisés pour le faire un peu plus tôt, mais ça va être possible bientôt. Et au vu des différents outils à intégrer à cette plateforme, et notamment une nouvelle version de la surveillance, de l'outil de surveillance, on vous enverra le rapport par mail. Ça ne sera pas un rapport automatisé comme vous pouvez l'espérer. Ça sera un fichier Excel envoyé à chaque établissement. Dans un temps, il y aura un petit délai entre votre saisie et l'envoi de ce rapport, qui sera associé aussi à un fichier d'exportation pour que vous puissiez accéder aux données de RUT et faire vos propres calculs si besoin. Concernant toujours cette première page, il y a une partie contact où vous retrouvez la présentation de l'équipe SpeakMe. Et puis, vous savez qu'il y a donc cette adresse speakme.contact@php.fr que j'utilisais déjà, qui est voilà, une adresse générique qui sert donc à nous écrire. Et vous aurez sur la plateforme aussi un formulaire où vous pouvez directement envoyer un message en précisant vos coordonnées pour qu'on puisse, par exemple, vous rappeler par téléphone si la réponse est un peu complexe. Vous aurez ces deux modes de communication, un mode supplémentaire de communication en étant directement sur la plateforme. L'inscription, il n'y a pas de changement, donc vous aurez accès à tout ce qui est inscription du référent et de l'établissement, la charte d'engagement et les questions de mots de passe. Quant à cet onglet-là, ça va être donc très important puisque c'est ça qui va vous donner accès au compte où se situera l'établissement et c'est le compte du référent. C'est-à-dire que sur ce compte référent, vous verrez, il y a plusieurs établissements possibles dont la gestion va être possible via ce compte. Et donc, la connexion commence toujours par un email qui est identifiant et un mot de passe qui vous sont envoyés une fois le référent désigné et inscrit. Alors, vous arrivez là donc sur une autre page d'accueil, c'est celle du compte privé de l'établissement, avec un enregistrement, comme je vous disais tout à l'heure, des spécialités qui est nécessaire et qui se décompose en plusieurs parties. L'enregistrement proprement dit des spécialités associées à des noms de services qui vous sont propres. Et vous avez ici, c'est des exemples qui sont donnés, la liste des services spécialités déjà enregistrés, avec la particularité de pouvoir les trier grâce aux petites flèches qui sont ici. Donc vous avez la date, la spécialité, le nom du service. Et Amanda préparait également une recherche ciblée si vous cherchez en particulier une spécialité, parce que vous pourrez avoir une liste assez longue. Ça vous permet de retrouver rapidement par date, par service ou par spécialité les éléments. Autre point important, et là on insiste beaucoup là-dessus parce qu'il y a parfois c'est un peu oublié, ça concerne donc les référents qui ont plusieurs établissements. Vous aurez ici
un menu déroulant avec l'ensemble des établissements concernés. Et il faudra bien, au moment soit de l'importation de la surveillance, soit lors de la saisie de l'audit antibioprophylaxie, ne pas se tromper d'établissement dans ce cas-là. Donc, il faut bien penser à vérifier que l'établissement sélectionné est celui pour lequel vous rentrez des données. Et puis l'année est importante aussi, hein, vous aurez un menu déroulant avec toutes les années et l'année 2026 par défaut, donc qui vous permettra de rentrer, par exemple, les données de l'antibioprophylaxie 2025 seront rentrées normalement sur l'année 2025. Pour finir, les derniers onglets. Alors, le dernier onglet, c'est le profil. Donc ça, c'est retrouver le prénom, le nom de téléphone et les coordonnées du référent. Il peut modifier son mot de passe à tout moment grâce à cet emplacement. Et on vous signale par contre s'il y a un changement de caractéristiques ou de référent pour un établissement donné, il faut par contre nous contacter parce que c'est nous qui allons faire les modifications. Ça a un impact sur l'outil, donc il faut qu'on gère ça de notre côté. Et enfin, vous conseille, quand vous sortez de votre compte privé, de déconnecter pour vous retrouver sur la page d'accueil de la plateforme, la page d'accueil générale. Voilà, alors un petit mot sur l'outil antibioprophylaxique, pour ça peut-être pas tout le monde, mais ça vous donne une idée de ce que seront les outils sur cette plateforme. Pour cet audit en particulier, il y a donc une fiche établissement et une grille d'audit. Donc on vous rappelle qu'il est important de remplir la fiche établissement en premier, donc ceux qui n'ont pas encore rempli sont invités à le faire. Et ensuite, vous aurez accès donc à la grille d'audit. Je vais montrer à ceux qui ont pu rester comment elle se présente. Je vais repartager, je pense. Ça apparaît ou il faut que je repartage? Il faut que tu repartages. Donc, je vais repartager. Oui, c'est bon. Tu peux te mettre en plein écran. Ah non, c'est le diaporama. Oui, c'est la fiche établissement. Il y a encore, alors ne vous inquiétez pas, il y a peut-être encore des choses à modifier. On est en plein test. Donc, il y aura cette saisie en ligne possible avec différents chapitres. Ceux qui connaissent vont reconnaître le sujet. Voilà. Il y a des éléments particuliers sur ce sujet. Et donc, on a mis en rouge cette partie-là qui est importante. Vous pouvez des fois avoir une variabilité des réponses selon les spécialités. Et comme on n'a proposé qu'une seule fiche établissement, vous pourrez cocher ici comme quoi il y a une variabilité, ce qui fait que vous n'avez peut-être pas pu répondre pour l'ensemble de l'établissement à certaines questions. Ça. On vous l'a mis comme ça, et vous pourrez mettre des remarques si vous souhaitez nous signaler des éléments particuliers pour expliquer tel ou tel résultat. Vous pourrez le mettre dans la partie remarque finale. Donc, pour info, une fois que vous aurez rempli la fiche, elle peut encore être mise à jour si vous avez des modifications à apporter dans un deuxième temps. Ça sera par contre bloqué au moment de la production du rapport d'audit. Alors, donc ça, c'est la fiche établissement. Si je reviens... Voilà, donc la grille d'audit avec saisir une grille. Donc, vous aurez une liste des grilles saisies. Et ensuite, pareil, un remplissage en ligne assez habituel de tous les paramètres, pré-op, per-op et post-op si nécessaire. Et donc, un enregistrement avec une mise à jour possible si vous avez des choses à modifier. Voilà. Je ne rentre pas trop dans les détails. Il y aura des actions pour chaque grille. Vous pourrez modifier ou supprimer la grille. C'est ce qui est prévu. Donc, c'était pour vous donner un aperçu de la présentation de cet outil au sein de la nouvelle plateforme. Les prochaines communications seront faites par mail. On vous dira ça ouvre. Et donc, pour rappel, vous êtes invité à récupérer vos données de l'ancienne plateforme. Vous y aurez accès dans quelques temps, mais on préfère que vous les ayez sous la main dans la phase de transition. Est-ce qu'il y a des questions sur cette plateforme? Alors,
Il y a une question inscrite pour audit anti-prophylaxie, pas encore répondu à la fiche établissement. Pourrais-je tout faire sur le nouveau site? Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. De toute façon, il y a l'outil antibioprophylaxie n'existe pas encore sur l'ancienne plateforme, hein, donc il est complètement lié à la nouvelle plateforme. Donc dès que ça sera ouvert, vous pourrez faire l'ensemble sur cette nouvelle plateforme. Alors, l'autre question, la saisie pour l'audit antibioprophylaxie devra obligatoirement se faire par saisie manuelle via le masque de saisie ou il y aura la possibilité d'emporter un fichier? A priori, non, je ne pense pas, parce que vous avez, je ne sais pas si vous voulez importer un fichier. Alors, ce que je disais, c'est que non, 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 ça c'est pas sera possible. pas du tout à l'ordre du jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, le questionnaire, il a 160 variables qui sont pas forcément obligatoires, hein, loin de là, mais elles sont très codifiées. Enfin, je veux dire, rien que pour créer l'importation et tous les contrôles à l'importation dessus, ça va nécessiter des semaines de travail pour une ou deux demandes. Donc non, je suis désolée, vraiment, ça sera pas du tout à l'ordre du jour. Ok, merci Isabelle pour ces précisions. Désolée. Alors, pouvons-nous déjà remplir l'audit anti-prophylaxie sur la plateforme? Eh bien, ça n'est pas tout à fait encore possible, mais on s'en approche, hein. Notre collègue Amanda fait les modifications nécessaires. Il y a plein de tests qui sont faits par différentes personnes. Et voilà, on préférait vous le présenter quand même, parce que ça vous donne quand même une idée de l'état d'avancement. Ça permet de vous projeter. Et voilà, dès que c'est ouvert, on vous fait un mail pour vous dire c'est OK. Bonjour, peut-on envoyer les fichiers Quick Audit 2025? Oui, tout à fait. Si vous avez des problèmes de taille pour l'envoi des fichiers, justement Isabelle, qui vient d'intervenir, peut vous envoyer un lien pour un espace partagé, ce qui facilite des fois pour des gros fichiers la transmission de ces données. Quand est-ce que la nouvelle plateforme sera accessible? Les tests sont en cours, donc c'est pas une question on peut pas donner de date. Enfin, on peut vous donner une date, mais elle sera pas exacte puisque ça dépend de ce qu'on va trouver lors des tests. Donc au fur et à mesure, on approche, on a de moins en moins de choses à modifier, mais on est en cours de test. On peut pas vous dire, c'est pas possible de savoir. Ça va être courant février. Courant février, mais on n'a pas une date fixe à vous donner. La date limite des envois de fichiers 2025. Alors, pour l'antibioprophylaxie, toujours, j'imagine, on va reporter la date qui était de fin janvier, bien sûr, puisque c'est passé maintenant. Je pense que vous aurez au moins jusqu'à fin mars pour saisir les données. Bien sûr, on va vous laisser le temps. Il n'y a pas de raison de réduire ce temps. Et concernant la surveillance 2025, comme on vous disait, tout va se faire sur la nouvelle plateforme. Donc, quand la plateforme va ouvrir, ça va être d'abord l'antibioprophylaxie et puis on va vous donner la date pour l'importation des données 2025 concernant la surveillance. Mais ce sera courant mars, en fait. Ce ne sera pas tout de suite, mais ce sera courant mars. Et comme vous l'a dit Delphine, on ne peut pas vous donner de date exacte. Il faut déjà que la plateforme puisse s'ouvrir et après va suivre tout le reste. Alors, si nous sommes déjà inscrits sur l'ancienne, nous n'aurons pas besoin de tout recommencer? Non. Vous n'aurez pas besoin de tout recommencer. On va basculer toutes les bases de données de l'ancienne sur la nouvelle plateforme. Donc, vous retrouverez toutes vos données établissement, l'historique, l'enregistrement des services. Et des spécialités. Donc, ça, c'était vraiment notre souci. Et voilà. C'est pour ça aussi que c'est plus long à préparer, c'est qu'il faut prévoir cette bascule complète. Sinon, on aurait peut-être pu faire quelque chose de plus simplifié, mais vous auriez eu tout à refaire. Hein. En fait, justement, on a retravaillé sur ça pour que en fait, vous puissiez retrouver tout d'avant. Et c'est ça qui a pris beaucoup plus de temps, sinon ce serait déjà ouvert. Donc, on a privilégié en fait que tout soit récupéré et qu'on n'ait pas à vous redemander de tout recommencer. Pour tous les établissements qui étaient déjà inscrits, pour ceux qui faisaient déjà la surveillance, pour qu'ils puissent tout retrouver sur la nouvelle plateforme.
Alors, excusez-moi, Les grilles. mais où trouver les grilles vierges d'audit ATP Alors, Pro? c'est sur le site du CEPIAS Île-de-France. Je vais vous les mettre en lien maintenant. Mission Speaking? Oui, mais j'ai quelque chose par-dessus. Voilà. Je vais vous donner le mail. Alors, il y a plusieurs grilles, donc je vous envoie tout. Donc, les grilles sont à récupérer sur un module de téléchargement qui vous permet d'avoir les coordonnées de la personne qui fait la demande. J'espère que j'ai tout. Oui, tu as tout. Ok. Donc, elle je vous les mets envoie dans le le lien. chat. Voilà. Ouais, dans le chat. Ça, vous allez pouvoir récupérer le lien et faire la demande pour avoir un... C'est ça? Faire la demande pour avoir tout. C'est un téléchargement, en fait. Voilà, simplement. donc, ouais, il remplit ce formulaire et après, il peut télécharger. Voilà, je vous ai mis le lien, vous pouvez le récupérer. Pas simple. Oui, mais comme il n'y a pas d'inscription, parce qu'on aurait pu aussi mettre des inscriptions, on préfère que vous remplissiez vos coordonnées, qu'on puisse vous contacter. Ça vous permet de vous envoyer des informations sur l'actualité SpeakMe. Et justement, si vous voulez recevoir le mail qui vous dit que la plateforme est ouverte, il est bien de mettre votre coordonnée dans ce module de téléchargement. Comme ça, on sait qui est concerné par l'antibioprophylaxie. C'est pour vous, tout ça. Ouais. Non, mais il n'est pas long, hein, c'est juste le nom, l'établissement et l'email à remplir. Et puis, vous pouvez télécharger, vous allez accéder aux documents. C'est juste une information pour vous, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'établissements qui ne reçoivent pas nos informations et tout, parce qu'on se rend compte, avec les questions qui reviennent, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'établissements qui ne reçoivent pas toutes les informations qu'on envoie par mail. Alors, le fait d'avoir les coordonnées de tous ceux qui participent et tous ceux qui souhaitent participer, on peut vous envoyer les informations et comme ça, vous savez où on est. Alors, il y a une autre question. Pouvons-nous envoyer les grilles d'audit utilisées pour l'audit ATPP pour éviter de refaire tout le travail à nouveau? C'est-à-dire que vous voulez que nous, on saisisse vos données, c'est ça? C'est-à-dire que vous avez rempli les feuilles papier. Donc après, normalement, il y a la saisie informatique. C'est comme ça qu'on a fait depuis toujours avec les outils de prévention. Hein. Même Isoraison, c'était comme ça. Ça a toujours été comme ça. Pour la saisie, pour tout ce qui est outils pour saisie. Ça va être compliqué d'échanger là-dessus. Vous pouvez nous recontacter sur speakme.contact. On s'appelle par téléphone et on discute de ça pour voir qu'est-ce qui vous pose souci. D'accord? Ok, bon, écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres... Il n'y a pas d'autres questions. Éviter de ressaisir, c'est une source d'erreur. C'est à la rigueur de saisie. Effectivement, je ne reçois tous vos mails, alors mon adresse email est correcte. On m'a répondu que c'est un problème les derniers sur le site. Bon. Ok, on attend 2 secondes, voir s'il y a d'autres questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, on va essayer de remédier à ce problème. Ok. Bon, écoutez, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On a dépassé un petit peu, mais je pense que c'était important qu'on puisse échanger, notamment sur la surveillance et les questions que vous vous posez. Si on peut lever des freins et des blocages, c'est quand même mieux. Franchement, là, ce qu'on retient, c'est vraiment d'appeler Béatrice ou Nabil dès que vous avez un souci, et notamment avec les DIM. On a retenu l'idée d'un courrier qui puisse permettre d'argumenter auprès des DIM pour faciliter votre collaboration. Entre autres, hein, on va reprendre tout ça et faire avancer. Et c'était essentiel qu'on vous informe sur la plateforme et sur les avancées, mais on a bien avancé, on est sur la fin et vous inquiétez pas,
ça va ouvrir bientôt. Voilà, merci encore à vous et on vous communique par mail les prochaines informations en attendant le prochain webinaire de mars. Bonne Le fin de 17 journée mars. à tout le monde et merci. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.